On s'est sûrement déjà posé la question, comment ça se fait que certaines inégalités, on finit par les trouver normales, comme si c'était dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment puissante de Pierre Bourdieu qui essaie de répondre à ça. Comment un ordre social, qui au fond n'a rien naturel, finit par nous sembler complètement évident. La grande question que Bourdieu se pose, elle est simple, mais en même temps, elle donne le vertige. Pourquoi est-ce qu'on accepte aussi facilement un monde qui est plein de règles puis d'hiérarchies qui, au fond, n'ont rien d'inévitable? Comment des constructions purement sociales finissent par avoir l'air aussi naturelles que, disons, la gravité? Pour Bourdieu, ce qui est vraiment mystérieux, c'est pas la révolte, c'est la soumission. Il appelle ça le paradoxe de la doxa. La doxa, là, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est l'ensemble de toutes les croyances qu'on accepte sans même s'en rendre compte, tout simplement parce que, c'est de même. OK, alors pour bien comprendre comment ce mécanisme invisible fonctionne, Bourdieu nous propose de faire un petit détour. Un voyage dans une autre culture. Pas pour le folklore, non, mais pour se servir de son exemple comme d'un miroir grossissant de nos propres structures, qui, elles, sont cachées. Et notre guide pour ce voyage, c'est son livre choc, La domination masculine. Un ouvrage qui se sert de l'étude d'une société traditionnelle pour en fait nous analyser nous-mêmes. Alors, on met le cap sur la société kabyle des années 60. Le but du voyage, mettre à jour les fondations de notre propre monde. Ce que Bourdieu découvre là-bas, c'est une sorte de version, disons, haute définition des règles du jeu qui, de façon beaucoup plus subtile, organisent encore nos vies aujourd'hui. Et cette image-là, elle illustre parfaitement le cœur de sa démonstration. C'est un schéma du monde kabyle. Regardez bien, tout, mais vraiment absolument tout, est organisé autour d'une division fondamentale entre le masculin et le féminin. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est pas juste une liste de stéréotypes. Non, non. C'est carrément le plan d'architecte de toute une société. De la façon dont la maison est construite jusqu'aux gestes de tous les jours, tout est codé. Le masculin et le féminin, c'est pas juste des identités, c'est le pôle nord et le pôle sud de leur univers. OK, donc l'ordre du monde est divisé, on a compris ça. Mais la question, c'est comment ces règles, qui sont à l'extérieur de nous, finissent par s'imprimer à l'intérieur de nous? Comment est-ce que notre corps lui-même apprend à obéir à ces codes-là? La réponse de Bourdieu, elle tient à un seul mot, l'habitus. Pensez à comment on sait faire du vélo sans y penser. C'est un réflexe, right? Mais l'habitus, c'est ça, mais appliqué au social. C'est tout ce que notre corps apprend sans qu'on le décide consciemment. Notre posture, notre accent, nos réflexes. En gros, c'est l'histoire de la société qui finit par se transformer en une seconde nature. Et ça illustre parfaitement comment l'habitus marche dans le concret. Dans la société kabyle, la morale de l'honneur masculin, ça se voit. Ça se traduit par une posture droite, un regard direct, le droit de prendre la parole. Et à l'inverse, la soumission féminine, elle s'incarne dans un corps qui se penche, qui se fait discret, qui baisse les yeux. Le social est littéralement inscrit dans la chair. Et cet apprentissage par le corps, il est martelé, jour après jour, par la division du travail. D'un côté, les hommes, avec les actions brèves, spectaculaires, comme les récoltes. De l'autre, les femmes, avec le travail continu, sans fin, invisible, l'entretien de la vie. Cette simple répartition des tâches, elle est loin d'être anodine, elle apprend au corps masculin à agir sur le monde et au corps féminin à le maintenir. Ça renforce la hiérarchie à chaque geste. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur de la pensée de Bourdieu, le concept qui explique ce grand mystère de la soumission volontaire, la violence symbolique. Alors, la violence symbolique, c'est quoi, au juste? Oubliez la violence physique, les coups. C'est un pouvoir beaucoup plus subtil, qui fonctionne avec la complicité de ceux qui le subissent. C'est quand les dominés finissent par voir le monde à travers les lunettes des dominants et qu'ils trouvent que leur place, finalement, c'est la bonne. C'est une domination qui ne dit jamais son nom. Comme le dit Bourdieu lui-même, toute sa force vient du fait qu'elle est invisible. Elle opère à travers la connaissance et la reconnaissance, souvent à un niveau complètement inconscient. C'est une domination qui s'exerce avec l'accord de ceux qui en sont victimes. Pour que ça soit plus concret, prenons un exemple de nos propres sociétés. Pourquoi cette attente presque universelle que l'homme soit plus grand et plus âgé dans un couple? Est-ce que c'est juste un hasard, une simple préférence personnelle? Et c'est là que l'analyse de Bourdieu devient un peu dérangeante. Il montre que cette norme, elle n'est pas seulement subie, elle est aussi désirée. Les sondages le confirment encore aujourd'hui, une majorité de femmes déclarent préférer un partenaire qui, littéralement, les dépasse en taille et en âge. Et voilà,
On est au cœur du mécanisme. Ce qui a l'air d'une préférence purement personnelle est en fait le reflet d'une structure sociale. C'est une façon d'accepter et même de désirer un ordre symbolique où l'homme doit être plus grand. C'est ça la violence symbolique dans toute sa puissance. Bon, face à un mécanisme aussi profond, on pourrait se sentir un peu découragé. Est-ce qu'on est condamné à répéter ces schémas à l'infini? Heureusement, la dernière partie de l'analyse de Bourdieu nous ouvre une porte vers le changement. Le point de départ, c'est de réaliser que rien de tout ça n'est naturel. C'est le résultat d'un travail historique immense que Bourdieu appelle un travail d'éternisation. Des institutions comme la famille, l'école ou l'État travaillent, consciemment ou non, à nous faire oublier l'origine de ces règles, pour qu'elles aient l'air d'avoir toujours existé. Donc la conclusion de Bourdieu, au fond, elle est porteuse d'espoir. La première étape de n'importe quelle transformation politique, c'est une transformation de la vision du monde. En comprenant que ce qui nous semble naturel est en fait une construction arbitraire, on lui redonne son caractère historique. Et ce qui a été fait par l'histoire peut être défait par l'histoire. Et on va se laisser avec cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. La théorie de Bourdieu, c'est comme une paire de lunettes qui révèle ce qui est invisible. Si on garde ces lunettes-là et qu'on regarde notre propre vie, quelles autres choses qui nous semblent aller de soi sont en fait des histoires qu'on nous a racontées? La réponse, comme Bourdieu le suggère, pourrait bien tout changer.